Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur de la Fondation des Patriotes pour l'Europe. Alors depuis une semaine, la Turquie est marquée par des manifestations massives dans tout le pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Tout à fait, ces manifestations font suite à l'arrestation le 19 mars dernier de Ekrem İmamoğlu, donc le maire d'Istanbul et leader de l'opposition, et une centaine d'arrestations de membres de son parti, le CHP, qui est un parti de gauche laïque, ainsi que des journalistes de gauche ont été arrêtés en même temps que lui. Et du coup, depuis, on observe des manifestations dans l'ensemble du pays. On parle de plusieurs millions de personnes qui sont sorties de la rue en Turquie et dans la diaspora pour protester en fait contre ces arrestations et contre l'arrestation de leaders de l'opposition. Donc la répression face à ces manifestations est très sévère, puisqu'on parle de plus d'un millier de manifestants arrêtés déjà. On parle aussi de censure des réseaux sociaux et de la télévision, d'arrestation de journalistes. Donc on voit qu'il y a une très forte répression du régime d'Erdogan. Ekrem İmamoğlu a été arrêté alors qu'il devait être nommé candidat de l'opposition pour les prochaines élections turques de 2028. Et ces manifestations exigent sa libération. Et alors, qui est Ekrem İmamoğlu ? Pourquoi a-t-il été arrêté ? Alors, comme je l'ai dit, c'est le maire d'Istanbul. Il est maire depuis 2019. Il a réussi à arracher cette ville, donc la plus grande ville du pays, des mains de l'AKP, le parti au pouvoir, le parti islamiste au pouvoir. Lui-même est membre du Parti républicain du peuple, qui est un parti nationaliste de gauche laïque. C'est le parti qui a été fondé par Mustafa Kemal, le fondateur de la République de Turquie. Et il incarne aujourd'hui la principale figure de l'opposition à Erdogan. Il a été arrêté officiellement parce qu'il est accusé de corruption et de lien avec le PKK, une organisation armée kurde classée comme terroriste en Turquie. Dans les faits, il s'agit surtout pour le pouvoir d'Erdogan d'éliminer la principale figure de l'opposition et un rival pour les prochaines élections. Donc le but de cette arrestation est donc d'affaiblir l'opposition en la privant de sa principale figure. Est-ce que donc, ce monsieur représente une réelle menace pour le président Erdogan ? Oui, parce qu'il faut bien comprendre que la Turquie est loin d'être un pays unifié derrière son président. La Turquie, en réalité, est coupée en deux. Aujourd'hui, on a une image d'une Turquie de plus en plus islamiste, de plus en plus islamisée. Mais en réalité, quand la République de Turquie a été fondée en 1923 par Mustafa Kemal, sur les ruines de l'Empire ottoman, c'était une république laïque très inspirée par l'Europe et notamment par la Révolution française et par la France. L'objectif de Mustafa Kemal était vraiment de créer un pays laïque occidentalisé. Et en fait, depuis 2003 et son arrivée au pouvoir, Erdogan cherche à réislamiser la société turque de plus en plus, en réimposant le voile dans l'université, en réimposant certains éléments islamiques. Mais par exemple, il n'a jamais pu instaurer la charia, donc la loi islamique, comme loi en Turquie. La Turquie reste officiellement un pays laïque, parce qu'on trouve encore une grande partie de la population qui est attachée à la laïcité. Et cette opposition entre laïque et islamiste est différente de l'opposition gauche-droite, parce que si la gauche est entièrement laïque, la droite, elle, est divisée entre d'un côté une droite islamiste qui soutient Erdogan, mais on trouve aussi une droite laïque qui soutient l'opposition. Par ailleurs, 15 à 20% de la population est kurde, donc une minorité ethnique qui est présente dans le sud-est du pays. Et cette minorité kurde est traversée par un mouvement indépendantiste plutôt marqué à l'extrême gauche. On trouve aussi des minorités religieuses, par exemple les Alevis, qui représentent jusqu'à 15 à 20% de la population et qui est massivement ralliée. Ces minorités religieuses soutiennent massivement l'opposition laïque. Donc Ekrem İmamoğlu est un nationaliste de gauche, mais il est issu d'une famille conservatrice et il est capable de rassembler autour de lui aussi bien des représentants de la gauche laïque que de la droite laïque, modérée, et même une partie de l'extrême gauche kurde qui va le soutenir de façon tactique. Lors des dernières élections internes au sein du CHP, son parti de gauche laïque, alors même qu'il était le seul candidat, 15 millions de personnes se sont déplacées pour voter pour lui. Donc ça montre bien qu'il y a un vrai soutien dans une partie de la population qui voit en fait dans Ekrem İmamoğlu une alternative laïque au pouvoir d'Erdogan. La Turquie est donc divisée en deux blocs qui représentent environ en fait chacun à la moitié de la population. Et les sondages pour les prochaines élections donnent Erdogan et ses opposants au coude à coude, et ce qui montre que le pouvoir d'Erdogan tend à s'affaiblir ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qui explique la baisse de popularité d'Erdogan, justement ? Il y a trois raisons principales. La première, c'est une usure du pouvoir, c'est-à-dire qu'Erdogan est au pouvoir depuis 20 ans maintenant, et la situation économique est difficile. Par ailleurs, il a radicalisé petit à petit son discours, c'est-à-dire qu'Erdogan avait été élu comme un modéré, et petit à petit, il a radicalisé sa pratique du pouvoir, ce qui fait qu'une partie de ses soutiens ont fini par se détourner de lui. La deuxième raison, en fait, tient de son idéologie. C'est-à-dire que Erdogan est un partisan de ce qu'on appelle la synthèse turco-islamique, c'est-à-dire une fusion entre le nationalisme turc et l'islamisme sunnite. A priori, cette fusion lui permettait d'avoir un soutien assez massif à droite, parce que ça lui permettait à la fois d'aller chercher un électorat islamiste, mais aussi un électorat laïque ultranationaliste, qui, tout en étant attaché à la laïcité, soutenait Erdogan pour des raisons de défense de la grandeur turque, du nationalisme turc. Mais aujourd'hui, que son pouvoir est de plus en plus affaibli, on voit qu'il y a des tensions au sein même de sa majorité, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, on trouve des éléments islamistes qui considèrent qu'Erdogan ne va pas assez loin, et qui sont déçus par le fait, par exemple, que la charia ne soit pas la loi islamique, ne soit pas la loi en Turquie, qui n'est pas une instauration d'une république islamique.
Donc on a une émergence d'un parti islamiste, le parti de la prospérité, et de l'autre côté, on trouve certains nationalistes qui reprochent à Erdogan son manque de laïcité et qui le trouvent trop islamiste, au contraire. Et c'est notamment le cas depuis le début de la guerre en Syrie, où Erdogan a fortement soutenu l'opposition syrienne et a accueilli des millions de réfugiés syriens sur le sol turc au nom de la solidarité islamique. Or, ces nationalistes turcs considèrent que l'arrivée massive de populations arabes sur leur territoire est une menace contre leur identité. Ils critiquent Erdogan à cause de ça. Ils voient en plus les populations arabes syriennes qui arrivent comme des populations rétrogrades, beaucoup plus religieuses que les Turcs de manière générale. Ils les voient aussi comme une source de chômage et d'insécurité. Et donc on voit en Turquie l'émergence de partis nationalistes qui critiquent Erdogan, notamment cette question de l'immigration syrienne. C'est le cas du parti de la Victoire, qui est un parti nationaliste turc opposé à Erdogan, et dont le chef vient d'être arrêté. Enfin, la troisième raison qui peut expliquer cet affaiblissement du pouvoir d'Erdogan, c'est la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Puisqu'en fait, l'effondrement du régime laïque de Bachar al-Assad a été vécu comme un signal d'alerte par beaucoup de laïcs. À la fois parce que l'arrivée au pouvoir d'islamistes et les massacres qui ont suivi, pour beaucoup de laïcs, c'est un peu un signal de ce qui pourrait arriver en Turquie si l'islamisme venait à l'emporter aussi en Turquie. Donc il y a eu une crainte vis-à-vis de ça. Par ailleurs, comme je l'ai dit, beaucoup de membres de l'opposition sont membres eux-mêmes de minorités ethniques ou religieuses. Et ils voient dans les massacres d'Alaouites du nord du pays un signal de ce qui pourrait arriver en Turquie si jamais, encore une fois, les islamistes arrivaient au pouvoir. En plus de ça rappelle à beaucoup de gens en Turquie le génocide arménien et les génocides qui ont pu avoir en Turquie. Donc voilà, il y a vraiment ces trois raisons. L'usure du pouvoir, un affaiblissement de la coalition gouvernementale et une crainte, une augmentation des craintes au sein de l'opposition liées au massacre commis en Syrie. Donc ces manifestations ont lieu à un moment en fait très particulier où à la fois le pouvoir d'Erdogan est affaibli, où la majorité d'Erdogan est affaiblie, et en plus de ça, l'opposition n'a jamais été aussi craintive, n'a pas jamais été autant dans une crainte vis-à-vis de l'arrivée au pouvoir d'islamistes et des massacres qui pourraient être liés à cette arrivée au pouvoir. Alors, selon vous, qu'est-ce que ça signifie, cette très forte répression des manifestations ? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande crainte du régime. C'est-à-dire le régime ne se contente pas de laisser les manifestants. Il y a vraiment une répression forte contre eux. Et il y a un risque de basculement du régime vers quelque chose de beaucoup plus autoritaire. Jusqu'à présent, la Turquie restait une démocratie autoritaire, mais une démocratie dans laquelle il était possible pour une opposition d'exister. Là, cette répression, l'arrestation du leader de l'opposition, semble indiquer que le régime va vers une radicalisation et on pourrait assister au basculement vers un système de dictature où il n'y a pas de réelle opposition, il n'y a pas de réelle élection, il n'y a pas de réelle opposition au pouvoir d'Erdogan. Donc cette crainte de dictature est d'ailleurs aussi ce qui explique ces manifestations massives, parce que pour beaucoup de personnes qui manifestent, il y a une crainte que ce soit la dernière chance, que si jamais ils n'arrivent pas aujourd'hui à faire céder Erdogan, il n'y ait plus jamais de possibilité pour eux de pouvoir renverser le pouvoir. Et que va-t-il se passer maintenant alors, Raphaël Audouard ? Toujours difficile d'anticiper, mais ce qu'on peut voir, c'est que aujourd'hui, on est vraiment face à une situation assez particulière, parce qu'on voit dans la rue manifester aussi bien la gauche laïque que la droite laïque. On voit des manifestants d'extrême gauche aussi, on voit aussi des manifestants kurdes, mais on voit aussi des manifestants d'extrême droite, on voit aussi des nationalistes défiler. Donc toutes les oppositions manifestent aujourd'hui contre Erdogan. Alors il y a plusieurs pistes. Si jamais Erdogan réussit à écraser ces manifestants, ça pourrait lui permettre de consolider définitivement son pouvoir en muselant définitivement l'opposition laïque. On pourrait aussi imaginer que Erdogan cède et que de nouvelles élections se produisent. Et enfin, le gros risque, ça serait un pourrissement de la situation où les deux Turquies se retrouvent face à face et se radicalisent de plus en plus avec une montée des violences, une montée des hauts extrêmes et une société turque qui se fragmente totalement. La question maintenant pour l'opposition, c'est de savoir si elle est capable de produire une alternative réelle à Erdogan, parce que comme je l'ai dit, elle est très divisée. On trouve aussi bien des nationalistes que des communistes, que une gauche laïque, une droite laïque. Donc, est-ce qu'elle est capable de produire un discours réellement d'alternative à Erdogan ? Est-ce qu'elle est aussi capable de rompre avec l'impérialisme turc ? Et est-ce qu'on va pouvoir voir réémerger en fait une Turquie laïque, proche de l'Europe, proche de l'Occident, comme en rêvait Mustafa Kemal ? Écoutez, on va continuer à suivre ça en tout cas. Merci Raphaël Audouard.